l'invitation. Merci à la Fondation Maladies Rares. Je vais vous parler d'un projet qui est né il y a déjà quand même pas mal d'années, puisque je crois que ma rencontre avec Laurence Fèvre, notamment au service de génétique de Dijon, date de 2012, voire 2013. Donc, cette recherche qui a été menée et soutenue par la Fondation Maladies Rares a pris naissance vraiment dans un questionnement d'acteurs de terrain, donc de professionnels de santé, qui se sont posés diverses questions éthiques par rapport à l'introduction du séquençage des gènes. Donc, à partir de leur questionnement propre, vraiment ancré dans le terrain, différentes équipes ensuite ont participé à la construction du projet, ainsi que le monde associatif. Donc, on a des équipes, une équipe en économie de la santé, une équipe donc éthique et progrès médical, vous en avez parlé, à laquelle je suis rattachée, où il y a des chercheurs en sciences humaines et en sociologie. Et puis, il y a aussi des philosophes, il y a des psychologues. Cette recherche, donc, qui a débuté en 2014, a été déployée sur 2 centres de génétique en France, le CHU de Dijon et celui de Lyon. Comme je vous le disais, on est vraiment dans un questionnement éthique au départ, posé par les professionnels de santé, et puis ensuite, différentes disciplines qui vont participer à la construction de ce projet afin de donner des réponses par rapport à différentes questions qui se posent suite à l'introduction du séquençage haut débit. Donc dans le cadre de la recherche, mais avec une anticipation, si vous voulez, de l'information à donner aux patients et à leurs familles. Donc là, entre autres, on s'est beaucoup intéressé à ce qu'attendaient les parents d'enfants atteints d'anomalies du développement, avec une volonté d'anticiper dans la pratique, dans le concret de la réalité du terrain, d'anticiper ce que souhaitaient connaître les parents, donc des patients, ce qu'ils avaient envie de choisir dans cette histoire-là, ce qu'ils souhaitaient aussi en matière de retour des résultats, à quoi ils s'attendaient, est-ce qu'il y avait aussi un décalage entre leurs attentes et ce qu'ils vivaient ensuite. Donc voilà, on est vraiment... Il faut imaginer qu'on est en 2014, donc on n'a pas autant de publications qu'aujourd'hui, en tout cas sur les attentes et les impacts du SHD dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc c'est assez innovant en 2014 par rapport à ce sujet-là. Pour répondre aux objectifs, qui étaient à la fois de décrire ce que souhaitaient connaître les patients, des informations génétiques qui pouvaient être révélées par le séquençage au débit. Je ne l'ai pas dit, mais je le rappelle peut-être brièvement. On sait que le séquençage peut produire de plus en plus de diagnostics moléculaires, mais on sait aussi que parallèlement, il y a de plus en plus de données incertaines, c'est-à-dire dont le caractère pathogène n'est pas réellement prouvé, mais il y a aussi tout un ensemble de données qui sont les données non sollicitées, c'est-à-dire les données pour lesquelles, qui apparaîtraient sans qu'on les cherche au départ. Donc par rapport à tout cet ensemble d'informations potentiellement accessibles et plus ou moins interprétables, on a cherché à décrire ce que souhaitaient les attentes en fait, des patients, des parents de patients, et puis ensuite on a cherché à atteindre leur expérience une fois qu'ils avaient bénéficié d'un séquençage au débit. Donc vous voyez que c'est vraiment un double objectif qui va être soutenu par une recherche mixte, c'est-à-dire un design méthodologique qui va à la fois être quantitatif, produire du chiffre sur les attentes, et un regard plus qualitatif, compréhensif sur l'expérience qu'ont vécue les parents ayant bénéficié du séquençage au débit pour leurs enfants. Donc dans une première phase, on a diffusé des questionnaires, donc dans les 2 centres, Lyon et Dijon, aux parents qui potentiellement pouvaient être des candidats au séquençage au débit. Donc on est dans une vision hypothétique, c'est-à-dire qu'on va inciter les parents à imaginer ce qu'ils pourraient attendre en cas de proposition réelle. Et dans la seconde phase, on va analyser donc la représentation des parents juste après la consultation de retour du résultat. Donc là, les parents auront eu un séquençage au débit pour leur enfant quelques mois avant. Et on va ensuite les rencontrer. On a aussi pensé en amont donc, de faire des groupes de patients, certains qui avaient eu mise en évidence d'un diagnostic suite au séquençage,
d'autres pour lesquels les résultats étaient incertains, et enfin un troisième groupe pour des patients qui n'avaient pas eu de résultats mis en évidence. Donc vous voyez, vous pouvez lire 528 questionnaires pour la partie quantitative et 30 situations avec 57 interviews dans la partie qualitative. Quelques mots sur la méthodologie quantitative donc cette phase a été menée par les économistes de la santé du laboratoire de Dijon avec une méthode de choix discret, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, il y avait des scénarios. Sur la droite, le tableau représente un scénario à partir duquel les chercheurs ont tenté de déceler quels attributs et quel niveau dans ces attributs étaient les plus importants pour les parents, c'est-à-dire quelles étaient leurs préférences, donc dans certains domaines, vous pouvez les voir, par rapport aux variations de signification inconnues, par rapport aux données secondaires, par rapport à la possibilité de réanalyser les données dans le futur, par rapport au choix de la personne qui pouvait rendre les résultats, par rapport à l'accompagnement à la suite de ces résultats, et par rapport au coût. Donc vous voyez ces différents attributs qui étaient ensuite redéployés dans des scénarios qu'il fallait choisir. Donc les parents devaient choisir des scénarios, ce qui permettait ensuite dans l'analyse de faire apparaître leurs préférences. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement il y a beaucoup de parents, de patients qui souhaitaient obtenir de nombreux résultats. Tous les résultats. Une grande partie d'entre eux souhaitaient aussi obtenir des résultats, y compris même s'il n'y avait pas de données actionnables possibles ensuite. Et la plupart étaient aussi tout à fait partants pour une réanalyse automatique dans le futur. Ils étaient moins partants pour que finalement le retour du résultat ne soit pas fait par un médecin. Ils étaient donc moins partants pour décider d'eux-mêmes aussi dans le choix de réaliser ou pas le séquençage. Comme vous pouvez le voir, le coût n'intervenait pas très fortement dans leur en tout cas dans leurs préférences. Concernant la partie qualitative, donc la deuxième partie dont l'objectif était de comprendre l'expérience des parents, on a mené des entretiens, comme je vous le disais, et pour mener des entretiens, donc on s'était mis d'accord sur 4 grandes thématiques, puisque je menais des entretiens à Lyon et ma collègue Françoise Oudoyer, psychologue, en menait à Lyon et moi à Dijon. Donc on s'est intéressé aux attentes, on a essayé de comprendre comment les parents avaient eux-mêmes compris la procédure de séquençage, quelle expérience ils en faisaient juste après le retour de résultats, c'est-à-dire qu'on les a vus à chaud, on les a vus 5 minutes après qu'ils soient sortis de la consultation médicale. Et puis ensuite, on a essayé de saisir, selon eux, quel était l'impact pour le futur de ces résultats et dans la prise en charge de leur enfant. Donc ce qu'on voit au niveau des attentes des parents dans cette partie qualitative, c'est que ce qui ressort énormément, c'est le fait de souhaiter pouvoir accéder à un nom, qui sous-entend aussi trouver l'origine potentielle des problèmes de leur enfant. Donc au cours des entretiens, les parents sont beaucoup, ont beaucoup raconté en fait leurs difficultés du quotidien et le fait de pouvoir espérer atteindre un nom qui pourrait enfin donner une explication, qui donnerait du sens à la situation. Il y a aussi l'idée de pouvoir contrôler le futur, d'avoir le plus possible d'informations pour pouvoir ensuite anticiper des choses. L'expérience du retour du résultat, donc les parents ont souligné que c'était un langage pas tout à fait simple à comprendre au départ, donc néanmoins à travers le discours, on sent qu'il y a une forte attente en termes identitaires pour ces parents et malgré tout des sentiments qui sont assez ambivalents. Bon, ça c'est sûr qu'on était complètement à chaud, ils venaient de recevoir une information qu'ils n'avaient pas complètement, avec laquelle ils n'avaient pas pris de distance. Donc il y avait à la fois des sentiments plutôt de satisfaction, mais aussi des inquiétudes naissantes. Il faut aussi préciser que la réaction, l'expérience des parents dépendait aussi du degré de sévérité des troubles des enfants, puisque notre échantillon était assez hétérogène, et aussi bien souvent du genre, puisqu'on s'est intéressé aux pères et aux mères. On a rencontré la plupart du temps les deux parents. Donc c'est une étape importante pour les parents rencontrés. Les 2/3 d'entre eux nous ont quand même précisé que ça n'allait a priori pas transformer, modifier les soins, la prise en charge de leur enfant.
Pour la moitié du groupe 1, c'est-à-dire les parents qui avaient eu un diagnostic moléculaire de révélé, la moitié d'entre eux donc, avaient quand même aussi un sentiment voilà, de difficulté, d'incertitude naissant, hein, ce qui était assez surprenant pour certains professionnels avec qui on travaillait, de découvrir cette ambivalence finalement des sentiments des parents. Et puis aussi, on voit que donc, dans les situations où les parents n'ont pas eu de résultats et des résultats incertains, ils souhaitent poursuivre généralement l'analyse des données. Un petit récapitulatif. Donc l'intérêt de cette recherche était vraiment aussi de pouvoir mettre en perspective deux types de méthodologies, deux types de résultats. On voit qu'au niveau quantitatif, il y a deux profils de patients qui se dessinent. Il y a des attentes ciblées chez 25% des personnes qui ont été enquêtées, donc sur les 500 questionnaires. Et il y a aussi donc, des profils qui sont, on pourrait appeler ça des attentes totales. C'est-à-dire que là, c'est la majeure partie des gens, 75%, des personnes qui ont répondu au questionnaire, donc sur les 528, je le redis, ont une attente presque totale. Donc c'est là qu'il faut aussi se questionner et rester assez prudent par rapport aussi au message qu'on peut diffuser à l'égard des patients et aux attentes et à l'espoir qu'on peut susciter finalement. Le qualitatif, donc je vous l'ai dit, j'y reviens pas, mais ce qui nous a donc surpris et ce qui fait l'originalité du mélange des méthodes et du mélange aussi des temporalités, avant examen, après examen, c'est que finalement, donc, il y a une nouvelle forme d'incertitude qui va naître, alors que ces parents vivent des situations difficiles et incertaines depuis souvent des années, et des sentiments très ambivalents. Pour conclure, donc, on voit l'intérêt de l'interdisciplinarité dans le domaine de la génétique, puisque ces questions sensibles, ces questions éthiques assez fortes n'impliquent pas uniquement les médecins et les professionnels de santé des services de génétique, bien au contraire, ce sont des questions de société qui nous intéressent et qui nous impliquent tous. L'intérêt de ce design était aussi de pouvoir étudier tout le processus en amont et puis après le séquençage, ce qui était plus rare dans la littérature puisqu'il y avait très peu d'études qui s'intéressaient à ce qui se passait dans la réalité une fois les données rendues. Il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu. On sent bien le rôle encore très central du médecin généticien qui a une forme de savoir et de pouvoir dans cette histoire. Et puis le fait que les parents souhaitent vraiment obtenir beaucoup d'informations. Donc ce qui peut ressortir au-delà du gain en termes médicaux et de prise en charge, puisqu'on voit bien qu'il est moindre finalement, d'après ce que nous racontent les parents, c'est un gain en termes psychiques et, j'ai envie de dire, temporels. Psychique, pourquoi ? Parce qu'on sent, ils racontent les parents qu'en termes d'identité, c'est une étape très très importante, et temporelle parce que finalement, le séquençage, avec tout ce qu'il va pouvoir offrir en termes de temporalité différente, il va un petit peu bousculer, si vous voulez, le rythme qui était établi depuis plusieurs années. Donc c'est pour ça que je finirai avec cet aspect-là de gain temporel et, comme je le disais, qui finalement ne concerne pas uniquement le domaine médical ou paramédical. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette étude très intéressante qui suscite, j'en suis sûr, des questions. La première de M. Mandel. Bonjour. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, peut-être deux très courtes questions. D'abord, effectivement, dans la première partie de l'étude, les parents voulaient connaître beaucoup de choses, notamment les VUS ou les secondary findings. Est-ce que finalement elles leur ont été données pour ce qu'ils voulaient, ou est-ce qu'elles, parce que ça c'est pas clair, ou est-ce que effectivement ça n'a pas été fait? Et la deuxième chose, cet aspect d'ambivalence que vous soulignez, je crois que ça indique très bien qu'effectivement le fait d'avoir un nom, c'est une première chose extrêmement importante, mais vient après le problème de and so what, comment ça impacte. Et là, il faut dire qu'avec tous ces nouveaux gènes qu'on a identifiés, et même quelquefois des anciens, en fait, on connaît très peu de choses sur l'histoire naturelle de beaucoup de ces milliers de maladies, et que donc là, c'est quelque chose de très important à essayer de faire progresser. C'est vraiment de savoir quelles sont les comorbidités, l'histoire naturelle, pour pouvoir
dire aux parents, ok, il y a le nom, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi pour l'avenir? Bien sûr, oui. Que ça ne soit pas une boîte de Pandore qui n'ait aucun sens et aucune utilité finalement, mais au sens large. Merci pour votre question et vos remarques. Effectivement, je n'ai sans doute pas été assez précise, mais il est vrai que dans l'aspect quantitatif, donc les questionnaires ont concerné 500 personnes. Et ensuite, avec ma collègue Françoise Oudoyer, nous avons rencontré 57 personnes, 57 parents. Donc bien sûr, nous n'avons pas eu les mêmes personnes dans les deux méthodos et deux échantillons différents. Mais malgré tout, donc dans l'enquête qualitative, sur les 30 situations, comme vous le voyez, il y a eu 6 résultats incertains qui ont été rendus. Et là, c'était intéressant aussi de pouvoir constater que finalement, en fonction de l'interprétation propre du médecin et de son discours, on allait basculer dans une catégorie ou une autre. Et ça, c'est très intéressant aussi au niveau de la rhétorique employée, entre je rends un incertain plus ou un incertain moins. J'ai pu aussi assister à des réunions sur entre cliniciens et biologistes. Je trouve ça intéressant, tous ces résultats aussi, c'est faux négatif, c'est faux positif. Bon, moi, je suis en train d'intégrer un langage que je ne connais pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a un travail interprétatif et ensuite un discours médical. Si vous voulez, l'information sort du séquençage, puis elle est réinterprétée, remodelée, rediffusée, redonnée. Et qu'en fonction de toutes ces couches, ces juxtapositions de discours, on va avoir des incertains qui vont apparaître plutôt comme des résultats diagnostiques et d'autres qui vont apparaître comme non, je n'ai pas eu du tout de résultat. Si je peux me permettre, dans les incertains, il y a les incertains sur les gènes d'intérêt et il y a les incertains, c'était la question de Jean-Louis Mandel, sur ce qu'on trouve mais qu'on ne cherchait pas. Et là, est-ce que vous avez une révélation systématique dans votre méthodologie ou bien est-ce que... Alors, là, donc, il y a eu 6 situations donc, avec des résultats incertains et puis une situation avec ce qu'on appelle une donnée secondaire, puisqu'il y avait donc, des choses actionnables, mais ce n'était pas recherché à la base, qui a été rendue, mais dans un second temps, avec des discussions au préalable. Mais là aussi, c'était intéressant de voir que finalement, il y avait eu un intérêt peut-être à segmenter les différents rendus en fonction des résultats trouvés. Même si au départ, du coup, ça entraîne d'autres questions sur la loyauté, le fait de dire, de ne pas dire, toutes les questions qui ne sont pas, évidemment, auxquelles il n'y a pas de réponse fixe. Une autre question là-bas, si vous voulez bien. Oui, allez-y. Il y a une certaine difficulté à interpréter ce que vous présentez parce que surtout la première partie, on ne sait pas quel type d'informations ces parents ont reçues et quelle capacité il avait de les intégrer. Donc par exemple, sur la réanalyse, est-ce qu'il avait une idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec une réanalyse, avec des données nouvelles, etc. Donc je crois que ça c'est plus intéressant pour ce qu'il faudrait une prochaine fois donner comme information, parce que comme ça peut être très vague. Et je trouve assez préoccupant l'idée de demander à l'avance qu'est-ce qu'il s'attend, parce qu'il y a des choses qu'il peut s'attendre et des choses qu'il ne peut pas s'attendre. Et ça, il faut qu'il soit très clair du début, parce que sinon, on donne vraiment des mauvaises expectations. Donc, le niveau d'éducation des parents, et est-ce que vous leur dites qu'il y aura nécessairement à gérer une incertitude qui sera là, de toute façon? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a ce qui se passe dans le service et dans le cadre de la recherche, et puis il y a l'outil questionnaire. Donc là, sur l'outil questionnaire, effectivement, il y avait toute une explication. Il y avait aussi des personnels, des techniciens dans la recherche qui ont été embauchés dans le cadre de cette recherche pour expliquer aussi aux parents et pouvoir répondre aux questions s'il y avait besoin. Donc voilà, le questionnaire n'a pas été lancé comme ça, les gens n'étaient pas seuls, et il y avait toute une partie explicative pour préciser en fait à quoi correspondaient les différents items, les données incertaines, les données secondaires. Et ensuite, dans la réalité, dans la présentation qu'ont pu en faire les médecins lors de leur consultation, là aussi ça a été un des grands enjeux. Comment on présente, quel type d'informations on donne, jusqu'où on va, est-ce qu'on peut constituer à partir de cette recherche-là un modèle de référence? C'était les enjeux propres, pratico-pratiques. Ensuite, il y a la répercussion directe de l'implémentation dans la pratique.
Oui. Oui, je voulais vous poser une question. La dernière. Vous avez évoqué le fait que finalement les patients, les parents ont peu de contrôle sur les résultats, c'est peu prévisible, et l'absence de contrôle, la faible prévisibilité, c'est des paramètres qui sont bien connus pour augmenter la réponse de stress. Je voulais savoir si vous aviez évalué cette réponse de stress chez les parents et si vous aviez détecté dans vos entretiens des outils qui permettraient éventuellement de l'atténuer. Donc c'est vrai qu'on on a évalué, on va dire sur le vif, même si on avait quand même un petit peu d'expérience clinique et qu'on savait pertinemment qu'une annonce est toujours bien souvent bouleversante. Après, on n'avait pas d'outils d'évaluation, si vous voulez, de l'anxiété ou du stress, si c'est ce que vous me demandez. Mais par contre, là, depuis, on mène une recherche qui s'inscrit dans le prolongement des questions qui ont été soulevées par cette recherche-là, pour laquelle on a des outils, des échelles en fait, d'évaluation de l'anxiété. Et en fait, on suit les familles, parce qu'on s'est rendu compte aussi que de les voir une seule fois juste après le rendu, c'était trop compliqué, et c'était peut-être ça qui expliquait aussi l'ambivalence des sentiments aussi forte. Donc là, voilà, on est en train de déployer et de réaliser une recherche qui s'intéresse aux parents sur une année. Donc en fait, on les rencontre juste après la consultation à 6 mois et à 1 an. Et là, on a des indicateurs parce qu'on a échelle de qualité de vie, on a échelle d'anxiété et de dépression. Yes, merci. Donc l'évaluation du stress, thème de recherche vraiment important. Merci beaucoup. Merci à vous.